Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Mortimer, la web radio qui réunit des passionnés de théâtre et de spectacles vivants. Autour de notre table, nous avons le plaisir de recevoir pour notre 24e émission Axel du blog Pas une critique. Bonsoir. Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Ilona du blog Ilonartitude. Bonsoir. Léa du blog Drafty Curiosity. Bonsoir. Notre jeune maman de retour sur les ondes, Lucille du blog Les Espaces Libres. Bonsoir. Et enfin Thibaut, ou plutôt Titi Katiam. Bonsoir. Ce soir, Radio Mortimer vous fait voyager. Nous nous rendrons dans un premier temps très au nord, dans les forêts de Sibérie, sur les palmes de William Mesguich, à moins que ce ne soit dans ceux de Sylvain Tesson. Puis nous irons dans la Rome antique en assistant au dernier jour de Jules César. Nous retournerons après dans un lieu moins civilisé avec Jungle Book, pour finir sur un ring avec Stallone. Première escale, je suis rejointe par Christine et Thibaut et nous partons au théâtre de la Huchette où William Mesguich nous fait revivre sur scène l'expérience de l'écrivain Sylvain Tesson. En 2010, celui-ci a vécu pendant 6 mois en ermite en Sibérie, au bord du lac Baïkal, et de cette aventure, il a écrit un témoignage intitulé « Dans les forêts de Sibérie ». Sur toutelaculture.com, David Roffé-Sarfati dit « William Mesguich fait émerger l'humanité de l'écrivain et transforme le témoignage en aveu. L'ermite devient notre prochain, sa leçon une universalité. En une grosse heure, nous aurons beaucoup appris de Tesson, de Mesguich, du théâtre et de nous. » Christine, Thibaut, êtes-vous d'accord ? Sur les avis du critique que tu viens d'énoncer, je trouve ça extrêmement pompeux, sa manière de décrire les choses, parce que justement dans l'écriture de Sylvain Tesson, dans la prestation de William Mesguich, on est dans quelque chose de très terrien et très organique, loin de ces réflexions philosophiques et de ce retour à soi, voilà, très pompeux. Et je ne suis pas d'accord avec les formules qu'utilise notre collègue. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors, terrien, oui, complètement. Je trouve que William Mesguich, en plus physiquement, il s'est un peu étoffé. Il est oui, complètement terrien, complètement dans cette terre, cette nature qui est sauvage et un peu revêche. Et en même temps, c'est aussi une aventure spirituelle. Enfin, je trouve que l'adaptation de Charlotte Escamé est tournée vers cette exploration intérieure. Elle est très introspective. On y voit, alors peut-être pas avec toutes les emphases qui ont été citées, mais on y voit toute une réflexion pleine d'humour, d'autodérision, de sérieux, parfois un petit peu de phrases un peu... Comment dire, je trouve plus mon mot, mais il y a parfois des choses qui sont des idées reçues, des choses toutes faites, et puis en même temps, il y a toutes ces contradictions intérieures dans ses réflexions où il est tourné loin de cet univers parisien où il vient pas trop non plus se mêler, sauf pour faire la promotion de ses livres. Il est dans cette réflexion sur cette vie parisienne, cette chance qu'il a, et il nous dit combien c'est un luxe qu'il a de pouvoir s'isoler pendant ces 6 mois dans cette forêt et vivre cette aventure. Je n'ai pas lu le livre, mais on m'a dit qu'il était beaucoup plus tourné aussi vers les rencontres. Là, on est dans un espace qui est très intimiste. Et la petite scène de la Huchette rend très bien cette intimité, cet espace restreint de le caractère très fermé et la solitude. Le lieu est vraiment très propice pour ressentir cet enfermement-là, de cette solitude qui ne fait que grandir au fil des mois. Est-ce que c'est pas contradictoire ? On a la petite scène de la Huchette qui est très fermée, en opposition au Grand Lac du Nord, à la Sibérie, pour moi j'imagine de grands espaces. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie ? Non, parce que la majorité de l'action se passe dans cette cabane et non pas dehors. Le dehors n'est que le lieu de la rencontre, et comme l'a dit Christine, la pièce se centre principalement sur la rencontre de lui avec lui-même, sur ce renfermement avec lui-même et cette redécouverte de soi. Alors, il y a effectivement un parcours qui est intéressant avec la figure de l'ermite qui émerge. Néanmoins, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christine, je trouve qu'il y a énormément de phrases toutes faites, énormément de clichés, en particulier à la fin, sur une philosophie de la solitude, sur le retour à soi.
et sur toute une appréciation aussi de la vie parisienne qui serait que superficialité et la vie à la campagne qui ne serait que richesse intérieure et voilà, richesse intérieure. Donc j'ai trouvé que cette opposition était un peu manichéenne et que toutes les idées étaient, oui, des idées reçues. Enfin, j'ai trouvé que l'évolution se tournait vers le cliché. J'ai beaucoup aimé le départ et mon appréciation est liée à l'interprétation de pas de Sylvain Tesson justement, mais de William Mesguich, qui est vraiment exceptionnel de justesse et de présence. Mais j'ai trouvé que vraiment la construction de la pièce, perdait en intensité avec une fin, oui, qui versait dans le cliché. Il y a il y a des phrases, pas tout. Moi, je trouve qu'il y a quand même des moments de réflexion qui sont un petit peu plus profonds. Les clichés, on les retrouve aussi dans la bande son. Il y a des choix musicaux qui sont qui touchent presque à la caricature. Mais en même temps, pour moi, ça collait avec l'humour et l'autodérision de l'écriture de Sylvain Tesson. C'est-à-dire la caricature. Alors j'ai plus Les références en tête, mais il y avait des choix musicaux très faciles, d'air que tout le monde peut reconnaître. On se dit qu'un intellectuel comme Sylvain Tesson ne va pas forcément choisir des choses qui sont hyper reconnaissables de tout le monde. Et peut-être que je me trompe. Mais je dis, pour moi, ça rejoignait cette autodérision et cet humour que l'on sent dans le texte. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écriture, qui est très poétique, qui est aussi très imagée. Tu disais cette nature, cette opposition entre cet univers fermé de la cabane et la nature au dehors, on la perçoit par touche quand il fait le récit de cette balade de plusieurs heures sur le lac, quand un de ses voisins vient lui rendre visite. Mais c'est juste par petites touches, et je crois que c'est vraiment un choix de mise en scène et d'adaptation de le centrer sur sa réflexion intérieure. Et justement, moi, les longueurs de la pièce auraient peut-être disparu s'il y avait plus cette rencontre avec l'autre, avec l'extérieur, et justement la place de la Huchette, le choix de la Huchette limite peut-être aussi l'adaptation. J'aurais aimé qu'on sorte peut-être de la figure de l'ermite ou du carcan de la cabane et qu'on se tourne un petit peu vers les autres, puisque apparemment le roman de Sylvain Tesson, l'autofiction de Sylvain Tesson aborde aussi cette question de l'étranger et qui est aussi très intéressante. Et là où je te rejoins aussi, c'est sur l'interprétation de William Mesguich, que j'ai trouvé vraiment admirable. Il est vraiment centré sur son personnage, il l'interprète, il est cet ermite. Et on a une ressemblance presque physique avec Sylvain Tesson. Voilà, maintenant, quand je vois des photos de Sylvain Tesson, on en a vu beaucoup aujourd'hui avec sa remise du Renaudot, et je trouve que voilà, il s'est transformé même physiquement, Sylvain Tesson. Même si c'est étoffé. Et oui, je trouve qu'il s'est un petit peu étoffé. Alors pour finir, moi je voudrais juste signaler que j'ai trouvé la scénographie absolument magnifique et le travail sur les lumières qui nous donne à la fois la froideur de la glace et en même temps la chaleur de cette cabane dans laquelle il y a ce feu, et puis la lumière de la lune qui est aussi sur les murs. Enfin, il y a tout l'espace de la salle est utilisé pour la lumière, et j'ai trouvé que ça rajoutait à la poésie du spectacle. Ça fait partie des signatures des spectacles de Mesguich, lumière et musique en général. Lumière de Richard Ancelin. Moi, dans les seuls en scène que j'ai pu voir ces jours-ci et ces dernières années, ce n'est pas celui qui m'a le plus marqué. Voilà, c'est un spectacle agréable, mais pas forcément marquant. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez voir Dans les forêts de Sibérie au théâtre de la Huchette de et avec William Mesguich, d'après le roman de Sylvain Tesson, une adaptation de Charlotte Escamé jusqu'au 7 décembre. D'ailleurs, Thibaut, comme tu l'as dit, Sylvain Tesson a reçu cette semaine le prix Renaudot pour son roman La Panthère des Neiges. Christine, tu restes avec moi et Ilona nous rejoint. Après la Sibérie, nous allons opérer un voyage dans le temps et nous rendre à Rome quelques années avant Jésus-Christ. Nous sommes à la Comédie Française, au Vieux Colombier, où Rodolphe Dana, directeur du Théâtre de Lorient et vieux complice d'Éric Ruff, met en scène Jules César, la tragédie de Shakespeare. Avec Rodolphe Dana, seulement 10 comédiens, 5 hommes et 5 femmes, se partagent les rôles, les femmes interprétant également les rôles masculins, et notamment Martine Chevalier dans le rôle de Jules César. Sur scène web, Christophe Candoni dit « Jules César en sang, mais sans souffle.
La saison du Vieux Colombier s'ouvre sur un très dispensable Jules César. Le metteur en scène Rodolphe Dana étouffe et dénerve la puissante tragédie politique de Shakespeare. Christine, Ilona, êtes-vous d'accord ? Alors, si je peux me permettre, oui, hélas, pour la comédie française. J'ai trouvé effectivement que ce Jules César manquait complètement de souffle. J'ai cherché l'esprit de la tragédie, je ne l'ai pas trouvé, je me suis ennuyée. Que dire de plus ? Alors, on est dans un dispositif bifrontal, ce qui a l'air d'être devenu la norme au théâtre du Vieux Colombier. Oui, c'est de plus en plus courant. Là, sur ce spectacle, je ne vois pas ce que ça apporte. Le décor est très dépouillé, on a quelques blocs. Les costumes sont des costumes plutôt modernes, on n'est pas dans la romantique. Soit. Les rôles d'hommes sont interprétés par des femmes. Bon, ça ne m'a pas gêné ni plus ni moins. Enfin, c'est pas le reproche que je ferai au spectacle n'est pas sur ses choix de distribution. Martine Chevalier, je l'ai trouvée très bien. Elle a une force tranquille, elle a une certaine aura. Elle est impériale, c'est la moindre des choses pour Jules César. Elle est vraiment très bien dans le rôle. Après, globalement, oui, ça manque de souffle. J'ai pas. Georgia Scaliette, j'ai beaucoup de mal avec elle. Je suis désolée, j'essaye de m'accrocher et d'y arriver, mais cette fois-ci, pour moi, ça le fait toujours pas. Sa diction est atone, je l'ai trouvée exaspérante. J'ai cherché où était sa colère. Elle joue quel personnage ? Marc-Antoine. Et dans ce monologue de Marc-Antoine, il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle. C'est neutre, c'est désespérant. Je suis assez d'accord. Après, le reproche que je ferai à la pièce, c'est pas tant sur les choix du metteur en scène ou de quoi que ce soit d'autre, mais plutôt en fait sur les non-choix. C'est-à-dire que pour une tragédie, telle que je l'imagine, il faut qu'il y ait un parti pris. Il faut qu'il y ait quelque chose d'assez radical, d'autant plus pour une tragédie shakespearienne qui quand même porte un message. Ici, en fait, j'aurais l'impression d'assister un petit peu à n'importe quelle pièce. Ça aurait pu être un peu interchangeable, ça n'aurait pas vraiment différé. On n'a pas le mécanisme tragique, on n'a pas cette mise en place qui monte, cette tension sous-jacente en fait qui nous amène à une espèce d'acmé, de finale. En fait, le final, pour le coup, tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe, en fait. On le voit arriver et en même temps, en fait, c'est un petit peu brouillon. Tout est un petit peu brouillon, tout n'est pas abouti comme ça aurait pu l'être. La scénographie, du coup, est plutôt pauvre, plutôt dépouillée. Il y a plusieurs références à la statue de Pompée, donc dans le texte. J'aurais bien aimé voir une statue de Pompée, même si la scénographie n'aurait été que ça, vu que la majeure partie du texte, du coup, se déroule soit à l'intérieur de la curie, au Sénat, etc. Juste un rappel au moins à l'univers romain duquel c'est issu, parce qu'en fait là, je comprends que la mise en scène se veuille intemporelle, les costumes sont plutôt modernes, on est sur quelque chose d'assez d'assez intemporel, parce que le Rodolphe Dana en fait veut faire entendre une sorte d'actualité aussi au texte. Politique, exactement. Mais on a quelques références, on peut penser un petit moment au gilet jaune, à ce qui se passe en mais ça marche pas. Ça marche pas. Non. Ça marche pas. En fait, il y a quelque chose d'assez en décalage. En fait, il y a quelque chose d'éteint. On sent qu'il y a des efforts, il y a des idées, il y a du potentiel, mais en fait, c'est pas abouti. Vous voulez dire que ça va pas assez dans le décalage ou dans la ça va pas dans une autre époque à aujourd'hui ? C'est même pas une autre époque, c'est vraiment vouloir en faire quelque chose d'intemporel, et ok, mais il n'y a rien qui accroche, c'est très lisse. C'est très lisse. C'est ça, c'est neutre. Je pense pas que... Après, peut-être que j'étais aussi dans une disposition particulière parce que je l'ai vu le jour de la dernière. Et en fait, il y avait une dynamique un peu étrange. Il y avait une atmosphère un peu bizarre. Je sais pas si c'était ton cas, Christine, mais moi, je sais que... j'ai bien vu que Georgia Scaliette était en larmes quasiment tout le temps. Il faut savoir que c'était aussi la dernière de Martine Chevalier en tant que sociétaire de la Comédie Française. Et par exemple, Georgia Scaliette en tant que Marc-Antoine, je l'ai sentie un peu dépassée. J'avais l'impression parfois qu'elle connaissait pas son texte. C'était vraiment... Je sais pas, il y a plusieurs moments où dans les comédiens, j'ai pas compris ce qu'il faisait en tant que comédien. Brutus, Nazim Boudjena, oui. qui, je sais pas, il y avait... En fait,
le flanc retombait un petit peu. Ça manquait d'intensité, ça manquait d'incarnation. Je l'ai vu dans les premières dates, moi, et pareil, C'était Nazim. le cas aussi. Nazim Boudjena, par exemple, je le trouvais pas toujours audible. Pour moi, il n'était pas dans le personnage. Et globalement, je te dis, il y a Martine Chevalier que j'ai vraiment trouvé très bien. J'ai trouvé que Clotilde Bayer aussi était tout à fait convaincante dans le rôle de Cassius. Par contre, pour les autres, là encore, ça accrochait pas. On n'avait pas l'impression qu'ils étaient dans le texte. Ils étaient, je sais pas si c'est mal dirigé, s'ils étaient pas convaincus, mais. Après, j'avais l'impression aussi qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient là pour être là. Que le spectacle, en fait, aurait pu se donner les moyens de faire quelque chose de plus et que c'était coupé. Voilà, ça allait pas jusqu'au bout. Et du coup, par exemple, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de comédiens qui étaient là sans avoir une utilité. Comment dire, Christian Gonon n'a pas énormément de texte. Jean Joudet n'a pas énormément de texte. Jérôme Pouli n'a pas énormément de texte. Claire de la Rue du Camp, elle n'a pas énormément de texte. Tous ces personnages-là, en fait, on a l'impression qu'ils sont là pour faire joli. Ils se baladent comme des poissons clowns dans un bocal. Ça a pourtant une réduction de personnages, parce qu'il y a seulement 10 personnages sur scène. Mais en fait, il y a 10 personnages, mais ils étaient trop. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils auraient pu être réduits à quelque chose de plus. Peut-être qu'une concentration de peu de 5-6 personnages comme ça, parce que moi l'effet de foule marchait pas spécialement. Je comprends que l'effet de foule était ressenti dans cette disposition bifrontale, ils sont souvent ensemble sur scène, etc., mais on entend une bande sonore d'une foule qui applaudit, qui crie et tout, pas nécessairement aux endroits où on l'aurait attendu, en fait, mais l'effet de foule marche pas non plus pour ça. Peut-être que justement l'unicité de 3, 4, 5 comédiens sur scène aurait plus tendu à montrer une inversion, à montrer une opposition par rapport à une foule plus nombreuse en l'occurrence. Là pour moi il y avait quelque chose en tout cas qui ne marchait pas. Merci à toutes les deux. Nous avons parlé de Jules César dans une mise en scène de Rodolphe Dana à la Comédie Française qui s'est terminée le 3 novembre. Christine, tu restes avec nous pour nous parler d'un coup de cœur. Il s'agit de Gardienne, qui vient de reprendre au Théâtre du Gymnase, et ce jusqu'au 27 décembre. Dis-nous en plus. Gardienne, c'est un spectacle que j'ai vu à Avignon cet été, et que j'ai vraiment adoré. C'est une chronique de la condition féminine. Le récit sont 10 portraits de femmes d'une même famille, de 1920 à 2019. C'est raconté par Fanny Cabon, qui joue les 10 rôles, dans une scénographie tout en rouge et noir. En fait, un seul accessoire rouge permet de passer d'un personnage à l'autre. Elle lève le voile sur la vie intime des femmes, de ces femmes qui n'en parlaient jamais. En tout cas, moi j'ai pensé à ma grand-mère et je me suis posé tout un tas de questions sur ce qu'avait pu être sa vie intime, sa vie d'épouse, sa vie de mère, en entendant ces récits qui commencent avec Mémé Titine, qui a eu 7 enfants, dont 6 filles, et 7 enfants non nés. Et en fait, pendant toute la pièce, on va entendre ces histoires d'amour, de désir, de corps féminin, de relations choisies ou subies, y compris à l'intérieur du mariage. Et puis surtout, ces récits d'avortement, plus ou moins bien vécu, mais qui semble être raconté comme on parlerait d'un rhume, c'est-à-dire qu'on réalise que c'était vraiment le quotidien des femmes pendant toutes ces années, et à une époque où le droit à l'avortement est remis en cause un petit peu partout dans le monde, ça a résonné vraiment encore plus fort en moi. Fanny Cabon nous livre ses paroles avec beaucoup de chaleur, énormément de tendresse, de la poésie, c'est toujours juste, il y a de l'humour, il y a des moments très dramatiques et on n'est jamais dans le pathos. C'est un spectacle qui est pour moi salutaire, qui est instructif, qui est magistral. Il faut aller le voir, il faut y emmener nos filles et puis aussi peut-être les garçons pour qu'ils le voient un petit peu, parce que ces paroles d'hommes,
elles sont pas présentes, mais on sait qu'ils étaient là et qu'ils vivaient leur vie. On en parle un petit peu dans le spectacle. C'est vraiment à voir. Moi, je vous recommande ce spectacle. C'est au Petit Gymnase Maribel. Ça a commencé le 31 octobre. Il faut aller voir Fanny Cabon. D'abord, le spectacle elle est vraiment exceptionnelle sur scène. Et c'est des récits qui touchent au cœur et au ventre. D'accord. Merci beaucoup Christine. Donc je rappelle que vous devez aller voir Gardienne au théâtre du gymnase Maribel et ce jusqu'au 27 décembre. Passons sans transition à une comédie musicale au Théâtre de la Ville en compagnie de Thibaut, de Lucille et de Léa que nous accueillons pour la première fois au sein de Radio Mortimer. Bienvenue Léa. Bienvenue. Merci. Bienvenue. À l'invitation d'Emmanuel de Marcy-Motta, Robert Wilson et le duo Coco Rosie adaptent Jungle Book de Rudyard Kipling. Ode à la différence, fable sur l'humanité, où Robert Wilson veut réunir petits et grands autour d'un spectacle familial entre opéra et comédie musicale. Sur Twitter, Andrea K. dit « J'ai aimé Jungle Book hier au 13e art, mais je m'interroge sur la pertinence d'intégrer à la programmation du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne un spectacle jeune public dont une très grosse partie est en anglais, avec des enfants largués et des parents qui traduisent en chuchotant. » Thibaut, Léa, Lucille. Moi, je suis extrêmement d'accord sur ce Ok. constat-là. Non pas sur. J'avais peur de la première partie de la critique de notre camarade, voilà, d'intégrer un spectacle pour enfants, mais ma principale réserve sur ce spectacle porte sur la plus grande partie en anglais. Moi qui comprends bien l'anglais, même il y a des moments, même moi j'étais un peu perdu, et on est gêné, nous spectateurs, d'entendre les enfants dire je ne comprends pas et d'entendre oui les parents traduire à leurs enfants qui s'agitent, perdant le sens du spectacle. Et on arrive peut-être aux limites de l'art de Bob Wilson. Tout ne peut pas être que plastique et esthétisme. Il y a pour les enfants et pour les jeunes enfants besoin d'une compréhension et d'un texte. Et là, je pense, le spectacle, malgré sa beauté, atteint sa limite. Tout en étant d'accord avec toi, je dirais pas que c'est à cause justement du fait que Bob Wilson a tout misé sur l'esthétique du spectacle, puisque justement, là où ça pose problème que les chansons soient en anglais, c'est que les chansons font vraiment partie de la dramaturgie. Donc si on manque les textes des chansons, on a vraiment beaucoup de mal effectivement à suivre le fil, surtout que l'adaptation qui a été faite n'est pas l'adaptation de Disney. Donc ça, c'est pas du tout un jugement, justement, c'est peut-être bien d'avoir l'adaptation du roman tel qu'il l'est en réalité, mais ce roman-là, finalement, ne s'adresse pas spécifiquement aux parents. Donc j'ai entendu des gens en sortie de salle dire qu'avoir ajouté ce passage sur le phoque, c'était n'importe quoi, parce qu'il y a donc un passage sur un phoque. Mais c'est vraiment dans le texte original. Et c'est vrai que le public ayant vraiment en tête le Walt Disney, et je pense que c'est là où il y a vraiment un décalage. Mais je te rejoins pour dire que effectivement, la réserve que j'ai mise en sortant de ce spectacle, c'est mais pourquoi a-t-on finalement classifié ce spectacle comme un spectacle jeune public? Pour moi, c'est pas spécialement jeune public, au contraire. Et j'ai vu effectivement beaucoup d'enfants complètement perdus. Moi, je dirais qu'il y a une évolution du spectacle. Au départ, la première scène m'a vraiment fait penser à un spectacle pour enfants où ils se présentent tous, dans un numéro presque de cabaret, mais où ils se présentent tous avec des gestes spécifiques pour chacun, une allure très burlesque. Et le début du spectacle m'a vraiment fait penser à un spectacle pour enfants. Et plus le spectacle avance, plus arrivent les thèmes du danger, du rapport à l'altérité. Et c'est de là que le spectacle prend une ampleur. Et ce sont les chansons qui apportent cette ampleur-là. Mais je te rejoins absolument. Si on manque les chansons, on manque le but précis de ce spectacle-là, qui n'est plus qu'esthétisme. Alors, je vais être assez d'accord avec vous dans l'idée même que les chansons, je rajouterai une petite couche en disant qu'elles ne restent pas dans la tête. On m'a dit, oui, The Law of Jungle, cette chanson qui finit le spectacle, elle reste 2 minutes, mais en fait, on ne retient pas d'autres chansons, quoi. Parce qu'elles sont en anglais, sûrement. C'est ça aussi la barrière de la langue, finalement. C'est qu'on a beau le comprendre, il y a certaines qui sont moins compréhensibles, mais les enfants, du coup, ne chantent pas à tue-tête pour autant. Et c'est la limite du jeune public. Après, oui, il est hyper coloré, hyper joyeux. Mowgli, qui est interprété par Yu Ming-hei, il bondit un peu partout. Et je pense que les enfants ont envie de faire pareil. Ce qui fait qu'il y a une ambiance qui se crée vraiment jeune public. Après, on est grands enfants dans nos têtes et on nage dedans, quoi.
Et je trouve qu'il n'y a pas ce lâcher-prise qui permet justement à des enfants, parce que là, on est en train de parler de la compréhension des chansons, et pour le coup, je pense que les enfants sont capables vraiment d'apprécier un spectacle sans tout comprendre. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut absolument avoir en tête tout le fil du texte, du spectacle, pas du tout. Mais il y a quelque chose, et tu as sans doute raison, c'est sans doute lié au rythme, au refrain. Il y a quelque chose qui, pour moi, n'était pas suffisant pour qu'un enfant se laisse complètement porter par la vague. Moi-même, j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est cool comme spectacle, c'est bien, les comédiens sont vraiment super. Yumi Ei qui joue Mowgli est génial, est bondissant. La musique de Kokorezi m'a plu. Je peux pas dire que ça m'a pas déplu, mais il y avait quand même. Alors, c'est peut-être lié au fait que j'étais placée vraiment côté jardin, juste derrière l'orchestre, puisque la musique est jouée en live. Mais il y a quand même eu des moments où j'avais l'impression que c'était un robot ménager qui se mettait en route, et puis autour de moi, je me suis rendu compte que c'était pareil pour tout le monde. Les enfants, justement, on ne parle que d'eux depuis le début, avaient les deux mains plaquées sur les oreilles. Puisque c'était complètement assourdissant. Il y a des choses où je me suis dit, bah non, ça correspond pas à un spectacle pour enfants, léger, beau, profond aussi, parce qu'un spectacle pour enfants peut être profond, mais il manquait un truc pour les enfants, encore une fois. Et on parle beaucoup franchement d'enfants. Pas gentil pour la musique de Kokorezi quand même. Mais, alors pas leur musique, mais il y a ce moment, tu vois le moment dont je parle, où vraiment ça te prend là. Après moi j'étais très loin, j'étais en hauteur, donc finalement moi ça tapait dans ma cage thoracique, c'était vraiment très fort, et il y a eu plusieurs malaises autour de moi, quoi. Pas au sens littéral, je rassure. J'espère bien. Mais vraiment là c'est bon. Moi je voudrais quand même souligner à la fois la chance qu'offre ce spectacle d'avoir des musiciens en live, des musiciens d'une rare qualité quand même, et moi j'ai beaucoup apprécié cette musique-là, originale, dynamique. Je reste sur votre réserve également qu'il n'y a pas de chanson qui reste dans la tête, mais on y a vraiment un travail de composition qui est assez remarquable et qui est porté quand même par des voix assez dingues, en particulier la voix de Bagheera, Olga Mouak. J'ai beaucoup apprécié aussi le timbre rauque et fort de François Pain Douzenel, qui apporte toute sa sensibilité et le coffre et la puissance de l'ours, et évidemment Yomingue, cette petite elfe sautillant, tout rougeoyant, qui est vraiment parfait. Je voulais aussi rajouter que les comédiens n'ont pas de retour son, et ça il faut le savoir, puisque parfois ça peut créer des problèmes de justesse, et qui ne sont vraiment pas liés à leur voix, à leur générosité sur scène et à leur énergie. Et ça il faut encore le saluer, parce que je trouve que ce sont de jeunes comédiens tous qui sont absolument incroyables. Je reviens juste sur l'idée qu'on est donc dans un spectacle jeune public, mais qui a énormément d'humour. En fait, il y a pas mal de scènes très drôles. Moi, il y a des enfants, à un moment donné, ils ont vu le singe, ils ont dit « Oh papa, c'est comme toi quand t'es dans la maison. » Et que je me suis dit « Mais on va pas s'en dilater les narines pour autant. » Mais quand il y a une scène de singe, bon, moi je suis amoureuse des singes, donc je parle avec mon cœur, mais cette scène avec le singe, elle est juste mignonne. Et cet enfant était juste tout mignon à réagir. Papa, tu peux faire pareil. Ensuite, pour les amateurs de Bob Wilson, je pense qu'on a tous les ingrédients qui font du Bob Wilson. On n'a pas du tout parlé, mais que ce soit au niveau des lumières, au niveau de ses plans horizontaux, de ses couloirs sur scène, c'est sûr que ça correspond à du Bob Wilson. Moi, j'ai justement été un peu déçu. Oui. Par la facilité de certains plans, de certaines images. Ce spectacle m'a plu particulièrement par l'investissement des comédiens, mais l'aspect plastique, je m'attendais à mieux de la part d'un si grand metteur en scène. En fait, c'est exactement là où je voulais en venir. Du coup, tu m'as devancé, mais je voulais dire qu'effectivement, on avait tous les repères qui font qu'on reconnaît du Bob Wilson, mais qui fait que ce n'est pas non plus, s'il n'y avait pas ces comédiens-là, je doute fort que de la réussite de la pièce. Justement, il a pris des comédiens qui sont assez peu connus, peu connus et qui ne se connaissaient pas entre eux, donc il y a une complicité qui est née entre eux. Et qui est née grâce à ce travail. Avec une très belle diversité ethnique. Qui fait du bien à voir et qui reflète aussi la diversité de la jungle et au-delà le message de la pièce autour de l'altérité et de l'acceptation de l'autre.
Très bien, je pense que c'est une très belle conclusion, Thibaut. Je vous remercie. Vous pourrez donc applaudir Jungle Book au Théâtre de la Ville jusqu'au 8 novembre. Et il fait très plaisir de découvrir ce théâtre au fin fond du 13e arrondissement. D'accord, Voilà. oui, Dans c'est- un centre C'est au commercial. Théâtre de la Ville, Au 13e art. exceptionnellement Au au 13e 13e art, effectivement, au centre commercial Italie 2, Deux. qui est un lieu assez jungle. Yann n'est pas parmi nous ce soir, mais il a tenu à nous parler d'un autre éléphant. Effectivement, il tenait à prendre la défense d'Elephant Man de David Bobet, que nous pouvons voir aux Folies Bergères jusqu'au 12 décembre, avec notamment Joe Star dans le rôle titre. Yann, nous ouvrons grand nos oreilles et nous t'écoutons. Plutôt que le coup de cœur habituel, aujourd'hui je vais me faire l'avocat de la défense d'Elephant Man. Depuis le début des représentations, j'ai lu beaucoup de retours mitigés et j'ai l'impression que ce sont ces derniers que l'on retient et pas les bons, et pourtant il y en a. Tout le monde connaît Elephant Man depuis le film de David Lynch sorti en 1980. La pièce de Bernard Pomerance, qui lui est antérieure d'1 an, n'avait jamais été montée en France. Alors sûrement Pomerance n'est ni Victor Hugo, ni Ibsen, pour revenir à 2 précédents spectacles de Bobet, mais je trouve que ce texte, qui a 4 décennies, est encore furieusement d'actualité, puisqu'il parle du regard porté sur la différence et sur le rejet. Béatrice Dalle et Joe Star ont d'ailleurs déclaré, lors d'une interview, « Arrêtons d'avoir peur de ceux qui ne sont pas comme nous ». Et à propos des comédiens, je les ai trouvés excellents, comme Radouane Leflahi, qui joue le gardien de nuit et qui fut un magnifique Peer Gynt, Luc Brière en Jacques l'Éventreur, Christophe Grégoire, formidable Docteur Trèves, pour ne citer qu'eux. Quant aux 2 têtes d'affiche, ce ne sont pas des comédiens formatés. Ils jouent avec leur instinct, leur émotion, leur sensibilité et je dirais presque avec leur tripes. La seconde fois où j'ai vu le spectacle, car oui, je l'ai vu 2 fois, j'étais suffisamment près de la scène pour voir que les larmes de Christophe Grégoire et de Béatrice Dalle n'étaient pas feintes. Et puis, il y a, à 2 ou 3 reprises, des moments bouleversants, comme celui où tous les comédiens sont réunis et qu'ils disent en évoquant Méric, « Il est comme moi ». C'est ce message de tolérance et d'humanité qui personnellement me touche beaucoup et que je veux retenir. J'avais à la fin de la saison 2018 sur Radio Mortimer dit combien j'admirais le travail et les mises en scène de David Bobet. Pour moi, c'est un des tout premiers metteurs en scène de la jeune garde française et il le prouve une nouvelle fois avec Elephant Man. Et puis ça fait plaisir aussi de voir au moment où certains théâtres ont du mal à remplir qu'Elephant Man a su trouver son public. Et depuis que je vais au théâtre, je crois que c'est la première fois que je vois toute la salle se lever comme un seul homme à la fin pour applaudir au moment des saluts. Prolongation donc du 28 novembre au 14 décembre aux Folies Bergères avant une tournée en France. Durée 2h40 sans entracte et je vous encourage à aller vous faire votre propre opinion. Yann, merci. Vous pouvez donc applaudir cet Elephant Man de David Bobet aux Folies Bergères et ce jusqu'au 14 décembre. Pour clôturer notre périple, Axel et Christine me rejoignent. Nous quittons l'univers jeunesse de Bob Wilson pour nous rendre au 104, où Clotilde M et Fabien Gorjard portent à la scène une nouvelle de Emmanuel Bernheim. On y rencontre une jeune étudiante en médecine, Lise, qui décide, après avoir vu Rocky III au cinéma, de changer de vie. Rupture, déménagement, reprise d'études, cours de boxe, la vie de Lise prend un tempo totalement différent suite à l'uppercut Rocky. Sur Twitter, Franck Nem dit « Émouvante, drôle, surprenante et formidable de bout en bout, Clotilde M met les spectateurs au 104 KO dans Stallone. » Axel, Christine, Clotilde M, vous êtes-elle mis KO vous aussi? Carrément. Enfin, pour moi, c'était une surprise. Non pas que Clotilde M me mette KO, parce que c'est une actrice que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà vue chez François Orsoni, notamment dans Bâle, où elle était magistrale. Mais disons que je suis allé voir la pièce avec certains a priori, c'est une adaptation de roman, elle derrière un micro, avec un musicien, Pascal Sangla, qui l'accompagne. C'est un dispositif qu'on a vu énormément. Et en fait, elle arrive elle incarne carrément le personnage de Lise. Voilà. Elle est effectivement... En fait, pour moi, il y a 3 personnages dans cette pièce. Il y a Clotilde M,
qui interprète Lise, mais qui l'interprète en fait, tout le texte est à la troisième personne. Donc elle fait le récit c'est pas une résurrection, c'est une émancipation de cette jeune femme qui est secrétaire médicale et puis qui, pour faire plaisir à son petit copain de l'époque, va voir Rocky 3, alors qu'elle a jamais vu ni Rocky 1 ni Rocky 2, et elle est complètement sonnée par ce qu'elle voit, par ce boxeur qui perd son titre et qui va repartir des bases, repartir à zéro pour retourner à la conquête de ce titre. Elle sort du cinéma, elle est complètement bouleversée. Sur le chemin du retour, elle commence à se poser des questions. Le lendemain, c'est la grippe qui la met KO. Et puis, pendant une semaine, elle s'arrête pour une fois et elle va complètement remettre en cause toute sa vie. Et voilà, elle repart, elle aussi, à zéro. Elle reprend ses études et elle va mener sa vie pour elle et s'émanciper de tout ce que la société voulait faire d'elle. Et Clotilde M est absolument magnifique de justesse, oui. Elle bouge, elle danse, elle boxe, elle piétine, enfin c'est pas le piétine, elle sautille. Parfois elle est statique. Le dispositif est vraiment très simple. Effectivement, on a un micro devant lequel elle est debout, sur un parterre au sol qui est blanc, qui délimite un petit peu un ring de boxe. Et puis il y a cette table avec Pascal Sangla, avec son clavier électronique et un ordinateur, et qui non seulement renvoie la balle, enfin dialogue avec Clotilde M, dans des dialogues qui sont très fluides, qui sont très naturels. Parfois, il parle dans son coin, enfin, il continue à jouer une scène de la vie de Lise. Et puis, il y a ce troisième personnage qui est pour moi la musique, qui fait vraiment partie du spectacle, qui l'enrobe pas, qui a un rôle. Alors, à un moment, Pascal Sangla décortique The Eye of the Tiger et nous donne un avis très technique sur la manière dont la musique a été écrite, mais il ne se contente pas de la décortiquer, il la reprend à plusieurs moments, il l'étire, il la tord, il la sculpte, et ça rythme la pièce, et ça accompagne. Et ça, c'est un vrai ajout par rapport au roman, parce que le roman d'Emmanuel Bernheim est très très court. C'est une nouvelle, c'est très court. Oui, on le lit en une demi-heure. Et donc Pascal Sangla joue tous les autres personnages du roman et il accompagne musicalement Clotilde M. Et en fait, c'est cette interaction-là entre Clotilde M et Pascal Sangla qui ajoute quelque chose de sensationnel pour moi. Il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'humanité et de complicité entre les deux. Ça fonctionne vraiment très bien. C'est pour ça que c'est très important d'ajouter. Alors oui, Fabien Gorjard, le réalisateur de cinéma qui fait sa première mise en scène au théâtre, je crois. Oui. Clotilde M, mais Pascal Sangla apporte vraiment sa patte grâce à ses improvisations qu'il a pu faire au plateau. La musique de Rocky, parce qu'on parlait justement tout à l'heure de musique qui reste dans la tête, et moi, depuis tout à l'heure, j'ai dans la tête l'air de Rocky. Et donc là, effectivement, on le réentend, mais comme tu dis, il est un peu modifié, il est un peu... Oui, parce qu'il est vraiment attiré. Alors, il y a ce moment où il le décortique, où il nous dit, alors ça commence avec tin, 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 tin. Et puis, voilà, il va avoir une analyse très technique de la chanson, de cette musique. Et puis, elle revient à différents moments, comme les films vont... encadrer la vie de Lise, puisqu'elle s'est promis, elle s'est jurée qu'elle irait tous les voir au cinéma, et ça va au-delà de ça. Il y a c'est pas une identification à Stallone, mais il va vraiment, le comédien va structurer sa vie et va l'aider, la porter à chaque fois qu'elle va avoir un coup de mou. Elle va réécouter The Eye of the Tiger, elle va avoir le disque, la cassette, le CD tout le temps avec elle, et donc la chanson effectivement revient assez souvent, mais pas forcément sous la forme. Non, on l'entend jamais de façon continue. D'accord. Même les paroles de la chanson, à un moment donné, Clotilde M chante la chanson, mais c'est en moitié anglais, moitié yaourt. Enfin, c'est-à-dire que cette chanson-là fait tellement partie de notre univers. Enfin, on l'a déjà entendu, même sans avoir vu Rocky 3 d'ailleurs. Ils se sont permis de ne pas du tout passer la chanson originale
sans C'est la- peut-être une bonne chose d'ailleurs, ça aurait été peut-être un peu facile. Oui, et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Fabien Gorja est avant tout un cinéaste. Et ce spectacle, enfin, de la part d'un cinéaste, on aurait pu s'attendre ou craindre un spectacle théâtral qui soit très cinématographique. Et en fait, non, il est vraiment théâtral. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a quasiment pas de vidéo. Il y a un moment, une image de Stallone qui apparaît au fond d'une manière très discrète et ça dure moins d'une minute peut-être. C'est fait d'une très très belle façon. Et du coup, on a une vraie théâtralité et une vraie dramaturgie qui monte dans ce spectacle, avec pas grand-chose, mais avec une écriture qui est très fluide, qui est très précise, des mots, enfin des phrases courtes, qui rythment aussi le spectacle. Un auteur qui s'attache beaucoup aux détails, à des petites choses de la vie, mais qui va jamais les étirer, qui va pas les dérouler. Elle met juste l'accent sur un petit quelque chose qui va marquer la vie de Lise et qui va donner une impulsion. Et puis il y a une émotion qui pour moi, enfin une émotion pure. Enfin à la fin on est juste scotché. Enfin, on a les larmes aux yeux et c'est d'une intensité absolument extraordinaire. C'est extraordinaire, surtout ils arrivent à nous faire passer du rire aux larmes en un clin d'œil. Parfait, bien écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Nous avons parlé de Stallone que vous pouvez voir au 104 jusqu'au 8 novembre. Le spectacle sera en tournée après les représentations au 104. C'est dans le cadre du Festival d'automne. Il y a une grande tournée qui est prévue après. Ne le ratez pas. Et vous trouverez les dates sur le site du 104. Pour vraiment aller le voir. C'est une très très belle surprise. Merci beaucoup. Axel, tu restes avec moi et Oui. tu vas nous présenter un coup de cœur qui te tient, je crois, très très à cœur. Très à cœur, et même je pense qu'on pourrait appeler ça un coup de foudre. Alors je vais être légèrement dithyrambique, je préfère vous prévenir. Alors si vous me le permettez, je voudrais décerner avec un peu d'avance un prix Mortimer de l'actrice qui me scotche sans même dire un seul mot. Elle m'a littéralement bouleversé cet été au Théâtre du Train Bleu à Avignon dans la fabuleuse pièce d'Elsa Grana, Le Massacre du Printemps. Elle m'a sauvé de l'ennui aussi face au Data Mossoul de Joséphine Serre à la Colline en septembre dernier, et elle m'a bluffé, ému dans le projet Georges il y a 15 jours, fin octobre, au Lavoir moderne parisien. Qui est donc cette personne extraordinaire, me demanderez-vous? Son nom est tout un poème, elle se prénomme Edith Proust. Alors j'étais très curieux de la voir seule sur un plateau avec son spectacle, le projet Georges, qu'elle a construit laborieusement, dans le bon sens du terme. On devine le travail, 5 ans qu'elle promène ce personnage lunaire, clownesque, prénommé Georges, 5 ans qu'elle peaufine ce spectacle avec différents collaborateurs. Et cette fois-ci, elle s'est associée à Laure Grisinger pour l'écriture et la mise en scène. Alors, Laure Grisinger n'est autre que la conseillère dramaturgique du Massacre du Printemps. Et même si je n'ai pas vu les précédentes versions, j'ose tout de même affirmer qu'elles sont parvenues à quelque chose d'infiniment abouti et maîtrisé. Alors, pour revenir à Edith Proust dans le projet Georges, il y a une précision dans son jeu qui force le respect, sans pour autant que cela passe pour de la performance. On est dans de l'intime, on est dans le jeu. Et alors ça tombe un peu sous le sens de ce que je vais dire, mais c'est sûrement grâce à l'énorme travail qu'elle a dû accomplir. On ressent chez elle une liberté et une jouissance d'interpréter ce clown philosophique qui est terriblement attachant. Il est rare d'avoir devant nous un personnage qu'on a envie de prendre dans ses bras. Et il n'est surtout pas si fréquent que ça d'avoir envie de revoir le spectacle immédiatement. Parce qu'on n'a pas envie de quitter Georges. On se surprend à se remémorer son phrasé, le timbre de sa voix, sa gestuelle, les petits détails, comme quand elle écarquille les yeux. On veut encore l'entendre parler de la vie, de l'espace, de la solitude, voir où peut nous mener son imaginaire. Alors je vous invite si ce n'est déjà fait, à découvrir Edith Proust dans le projet Georges les 13 et 14 février prochains. Au Théâtre de la Tempête. C'est cela, la cartoucherie de Vincennes. Pour que la parole de Georges soit le plus entendue, notamment par des programmateurs qui seraient un peu frileux face à un spectacle de clown. Et je mets de gros guillemets car j'espère que vous aurez compris que cela va bien au-delà de ça. Ouais. Et j'ajouterai que l'entrée sera gratuite, libre et gratuite sur réservation, par courriel uniquement.
Alors il faut écrire à l'adresse suivante, marine.lecoutour, lecoutour.pro@gmail.com. Je pense qu'on essaiera de mettre l'adresse en bandeau. Alors moi, je vais me permettre de rebondir et de plus soyer, même si ça ne se dit pas, la totalité de tes propos. Pour connaître un peu le travail de clown, c'est très très difficile de trouver son clown et Edith Proust l'a trouvé. Georges est un clown délicieux, est un clown poétique, est un clown passionnant. Elle incarne avec une douceur, avec une justesse, avec une drôlerie, avec une délicatesse qui sont absolument bluffantes. Comme toi, j'avais très très envie de retourner le voir tout de suite après être sortie du Lavoir Moderne parisien. Et je l'avais vu le Massacre du Printemps dans lequel elle m'avait totalement bluffée. Donc je te rejoins mais entièrement à 200%, à 800% sur ce coup de cœur. Merci beaucoup Axel. Si comme toi, si comme moi, vous voulez tomber amoureux d'Edith Proust et vous tomberez amoureux d'elle parce que c'est pas possible de faire autrement, vous pouvez réserver au Théâtre de la Tempête. L'adresse se mettra dans le bandeau les 13 et le 14 février prochains. C'est la fin de ce beau voyage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cette 24e émission de Radio Mortimer. Nous avons parlé de Dans les forêts de Sibérie au Théâtre de la Huchette, de Jules César au Théâtre du Vieux Colombier par la Comédie Française, de Jungle Book au Théâtre de la Ville et enfin de Stallone au 104. Nous nous retrouverons le 5 décembre pour une prochaine émission, mais d'ici là, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, en utilisant le hashtag Radio Mortimer. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et surtout de très très beaux spectacles. Au revoir. Au revoir.